Bonjour, moi je m'appelle Amandine, j'ai 33 ans, ça fait 1 an que j'habite au Vietnam. Donc moi ça fait 10 ans que je travaille comme lobbyiste, donc je fais le lien entre les entreprises, les pouvoirs publics, mais aussi les ONG, enfin l'ensemble des parties prenantes des entreprises. Et donc j'ai travaillé pour des grosses boîtes comme dans le conseil, et j'ai aussi en fait travaillé pendant 2 ans pour une ONG sur le terrain en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et j'ai vraiment vu la valeur de faire en sorte que différents types d'acteurs travaillent ensemble pour créer de l'impact social et environnemental. Ça a d'abord été mon parcours qui a forgé ma conviction. J'ai toujours été intéressée plus par l'impact social de la croissance économique et de l'activité des entreprises. Comment est-ce que, en créant de la valeur économique, on pouvait aussi améliorer la vie des gens. C'est en tirant ce fil que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat social après 5 ans dans le conseil. On a monté une ONG avec mon mari et on a fait des missions du coup de terrain en Asie, en Amérique latine. Et c'est en voyant en fait l'impact du changement climatique sur la vie des gens que j'ai réalisé qu'il fallait vraiment faire quelque chose, et qu'en fait on parle beaucoup de l'impact environnemental, mais pour moi il est environnemental et social en fait. C'est que le changement climatique et les problématiques environnementales ont tout de suite un impact sur la vie des gens, le vrai quotidien, et notamment les gens les plus pauvres. Et du coup c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué à travers mes voyages et cette expérience ONG. Et puis à titre très personnel, je suis passionnée par la plongée et j'ai été très très marquée par la disparition des poissons, tout simplement, dans les océans, et la pollution, même dans des coins très reculés. Et du coup, la combinaison de ces deux découvertes, de l'impact sur la vie des gens les plus pauvres, du changement climatique et des plongées de plus en plus vides et de plus en plus tristes, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à essayer d'aligner mes envies professionnelles et mes objectifs professionnels avec cette vraie envie d'agir pour protéger nos ressources environnementales. Donc mon nom est Gauthier, je suis ici au Vietnam depuis 6 ans. Ça fait maintenant 8 mois qu'Amandine et moi on a lancé Grow Green Vietnam, en vue vraiment d'arriver à amener un changement sur le problème du plastique ici au Vietnam. Au niveau personnel, sinon j'ai 3 enfants, bientôt 4. Raison pour laquelle aussi on est en train de travailler sur ce sujet-là, parce qu'on est vraiment touché par cette problématique, et certainement quand on pense à nos enfants. Mon parcours professionnel, moi à l'origine je suis avocat, j'ai fait des études de droit en Belgique. Ensuite, j'ai pas du tout travaillé en tant que juriste ou en tant qu'avocat. J'ai bossé pour une boîte qui s'appelle Mars, donc sneakers, M&M's, etc., où j'ai bossé pendant 7 ans comme vendeur, comme marketeer. Puis ensuite je suis arrivé au Vietnam pour développer ici les activités d'un importateur-distributeur qui amène des marques au Vietnam et qui les vend ici. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai réalisé qu'il y a peut-être une opportunité sur la bière. Et donc produire de la bière belge au Vietnam, ce que je fais maintenant depuis 3 ans. Et à côté de ça, donc Grow Green qui a été développé il y a 7 mois. J'ai toujours eu une sensibilité qui était d'abord sociale et qui petit à petit s'est complétée par une sensibilité environnementale qui a pris encore vraiment un sacré coup et qui a vraiment pris beaucoup plus d'importance quand on est arrivé au Vietnam, et quand petit à petit les problèmes environnementaux étant encore plus visibles ici, eh bien, la conscience n'en est qu'à décupler. Et donc c'est dans ce cadre-là, puis en ayant des enfants, ce qui a quand même beaucoup d'impact aussi sur l'envie de faire quelque chose, eh bien que j'ai décidé de faire quelque chose d'abord ici au Belgo, et puis ensuite d'essayer d'étendre les activités les expériences qu'on avait faites au Belgo ailleurs, parce qu'elles avaient été super concluantes. Et donc c'est comme ça que petit à petit, je suis de plus en plus touché par la problématique environnementale, mais toujours aussi l'aspect social. Grow Green Vietnam, c'est votre projet à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement comme projet ? Le projet est né donc ici au Belgo. Donc le Belgo, c'est une brasserie belge, on a aussi un restaurant, on a en tout une 60aine de staff. Et on a décidé de mettre au point un programme qui s'appelle le Belgo Impact Programme, et qui peut aider vraiment les staffs ici à développer plus d'outils qui leur permettent de mieux avancer dans la vie. Et donc c'est par exemple des cours d'anglais, c'est une coach qui est à disposition pour parler de leur plan de vie, ça va être des personnes qui viennent donner des cours de gestion de salaire pour qu'ils ne terminent pas leur mois avec 0 Vietnam Dong sur leur compte en banque. Et il y avait tout un volet environnemental que j'avais animé, et donc qui a commencé par un training. À la fin du training, on a offert un petit kit réutilisable avec une bouteille réutilisable, des pailles, etc. Et après le training, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait bannir le plastique, certainement le single use qui était
le focus du meeting. Mais le lendemain, tout le monde est revenu avec son café dans un cup en plastique, dans un sac en plastique, avec une paille en plastique. Est-ce que c'est plus facile? Parce que c'est plus facile et que c'est super répandu ici au Vietnam. On en voit partout, ça coûte pas cher. Et donc on s'est dit, mince, ça marche pas, en tout cas le training ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a mis au point plusieurs petits programmes de suivi, mais surtout un jeu qui a vraiment aidé à ce que ça fonctionne. Et le jeu s'appelle Chase the Piggies. Donc il s'agit en fait de lister toute une série de comportements qu'on ne voulait plus voir ici au Belgo. C'était autant le fait d'arriver en retard que de ne pas avoir son uniforme complet par exemple, mais aussi utiliser du single-use plastique. Et c'était présenté sous forme de jeu, parce qu'au Vietnam, on adore jouer, les Vietnamiens adorent ça. Et la conséquence éventuellement d'être surpris avec un piggy, donc un de ces comportements qu'on ne veut pas voir, eh bien, c'est que le staff devait payer 5 000 dong dans un petit cochonnet. Et à la fin du mois, l'argent récolté était versé à une association de leur choix. Et on a vu que super vite, en fait, ça a cartonné. Et les staffs se sont pris au jeu, ils ont même demandé plus, on est revenu vers nous en nous demandant si ce petit kit réutilisable, on pouvait en acheter plus afin qu'ils l'offrent à leur famille. On a vu d'autres staffs s'investir dans d'autres projets à caractère environnemental ici. Et donc, ça a vraiment été une vraie réussite. On a un petit peu complété, adapté. Mais donc, ça, c'était la partie réussite ici du Belgo. Et en parlant avec d'autres gens, eh bien, les gens me disaient, tu dois en fait venir appliquer ce même programme dans ma boîte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à y penser. Et puis, j'ai rencontré Amandine. Et donc moi, je venais d'arriver au Vietnam et comme je vous ai dit dans ma présentation, je travaillais avant pour plutôt des grandes entreprises sur les sujets développement durable. Mais j'ai aussi une expérience terrain ONG en Asie du Sud-Est. Et du coup, quand j'ai entendu parler du projet de Gauthier qui voulait développer ce programme de sensibilisation accompagné de jeux et d'engagement sur comment diminuer la pollution plastique au Vietnam, je me suis embarquée dans l'aventure et du coup, on a structuré le projet pour pouvoir aller le présenter à des entreprises ici, des universités, des associations et de leur proposer du coup de développer le programme chez eux. Donc pour sensibiliser que ce soit leurs équipes ou leurs élèves à la problématique de la pollution plastique au Vietnam. Et l'objectif vraiment c'est de donner envie, de donner des petits outils du quotidien pour changer nos habitudes, mais dans un sens positif. On n'est pas des donneurs de leçons, on est plus là, c'est pour ça qu'on l'apporte par le jeu, par des newsletters qui montrent que c'est trendy, que c'est... que ça se forme un peu ludique et... Exactement. Et puis d'attirer les jeunes, parce que le Vietnam, c'est un pays très jeune, et il y a de plus en plus de jeunes qui ont quand même accès à des jobs bien formés avec un peu de pouvoir d'achat, et de leur dire, ce pouvoir d'achat-là, vous avez un gros pouvoir en tant que consommateur pour inventer un futur plus durable pour votre pays, pour vos enfants. Et du coup, essayer de réfléchir, on essaie d'amener à une réflexion sur notre pouvoir en tant que consommateur et de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de cette paille? Est-ce que je ne peux pas aller chercher mon café dans une bouteille en bambou trop stylée et mettre une photo sur Instagram? J'en tirerais autant de plaisir, voire plus, et c'est mieux pour la planète. On essaie vraiment de tourner le message dans un sens positif. Et du coup, vos volets d'action, ça se centre uniquement sur la pollution plastique ou est-ce que vous avez d'autres enjeux environnementaux Alors dans un premier temps, et c'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce sur quoi on se concentre, c'est la pollution plastique parce que c'est celle sur laquelle on peut vraiment avoir un impact plus ou moins rapidement. Bien sûr. Et qu'il y a un vrai travail à faire quand on sait que le Vietnam est le 4e pollueur mondial en termes de plastique single-use, qu'il y a une urgence, qu'il n'y a pas des masses de solutions, par exemple au Vietnam en tout cas, et je parle de solutions de recyclage ou d'upcycling, c'est pas bien organisé encore. D'accord. Il apparaît que la vraie solution c'est l'éducation. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler là-dessus. Et c'est vrai qu'on se concentre sur le single-use plastique. On offre évidemment la possibilité de travailler sur d'autres domaines, sur d'autres questions, mais qui sont toujours liées à l'environnement et dans la limite de ce qu'on peut faire aussi. Alors on travaille maintenant sur un gros green 2.0 où on essaie justement d'offrir et d'avoir plus d'experts avec nous, de développer une image qui est encore un peu plus sympa et pouvoir faire plus que juste le plastique. Mais il n'y a rien à faire, on n'est pas non plus des experts environnementaux et on fait ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose. Petit à petit. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une aventure qui a commencé il y a 7 mois et là on a créé juridiquement la structure il y a 2 mois. Donc on est vraiment en construction et donc notre porte d'entrée c'est le plastique et aussi parce que en fait on se rend compte que pour approcher les entreprises ou approcher nos potentiels partenaires, c'est une porte d'entrée assez
qui en ce moment, c'est un peu le buzzword, tout le monde parle du plastique au Vietnam. Et comme le disait Gauthier, c'est ce sur quoi on peut avoir un impact assez rapidement. Pour nous, on le voit vraiment comme le fait d'initier quelque chose, d'initier une dynamique au sein d'une entreprise, d'une université, et pour ensuite potentiellement les accompagner plus à long terme sur leur réflexion stratégique, sur comment réfléchir leurs activités autrement pour diminuer leur impact environnemental. D'accord. Et du coup, comment vous avez décidé de créer justement cette entreprise? Quelle était la motivation première du projet? Je pense que c'est une conviction de se dire que le futur, c'est à nous de l'écrire. À titre individuel, à titre d'entreprise, de collectif, que ce soit un groupe d'étudiants dans une université. Moi, je suis vraiment convaincue qu'on a tous une part de responsabilité pour inventer le monde de demain. Et que du coup, voilà, nous, on a cette chance avec Gauthier d'avoir des outils, du fait d'avoir travaillé dans plusieurs types d'entreprises et de se dire, mettre ces outils-là et puis notre réseau au service d'un projet environnemental et partager notre passion de protéger notre planète et de se dire comment on fait en sorte de pouvoir partager ça de façon efficace avec un maximum de monde et de faire en sorte que notre passage au Vietnam ait créé, on l'espère, une dynamique positive sur ce sujet. Et je pense qu'il y a aussi, je pense que dans la question environnementale, les acteurs, c'est le monde politique, c'est le monde économique et c'est les citoyens. Bien sûr. Ici, le monde politique, il y a de la volonté, mais il n'y a pas encore beaucoup d'actions concrètes. Il y a le monde économique qui est pas vraiment super actif, à part vraiment les très grosses boîtes comme Nestlé qui commencent à prendre des engagements, mais il reste toutes les petites boîtes qui constituent en fait la vaste majorité des boîtes ici. Et au niveau citoyen, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc si on veut faire quelque chose, ce sur quoi on a un impact, c'est le côté citoyen, et c'est aussi l'idée de passer d'acteur, enfin de spectateur en fait, à acteur. Et parce qu'on se rend compte qu'on a un impact et qu'on peut se faire entendre et que ça peut fonctionner. D'accord. Très bien. Du coup, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lorsqu'il s'agit de sensibiliser ou d'essayer de convaincre les gens d'agir sur le plan environnemental? Je dirais que ça s'est fait assez facilement. Ça veut dire que comme c'est un sujet qui est en effet assez à la mode, on en entend beaucoup parler, tout le monde se sent quand même concerné, tout en étant encore un gros consommateur de plastique. Quand on va trouver les gens, les employés dans les boîtes ou bien les personnes à l'université, elles sont vachement réceptives. Elles sont vachement réceptives et parce qu'on démontre aussi par quelques chiffres et par A plus B que le problème n'est pas important, il est en fait énorme et il est urgent. Et donc en combinant ces mots-là, en essayant aussi d'être assez didactique, dans notre training et dans la manière dont on communique, on a des petites vidéos, des petits films, on a des petits jeux. Eh bien c'est un training qui se veut vachement dynamique et à la fin duquel je crois que les gens se disent ok, il faut qu'on fasse quelque chose. Et parce qu'on l'a vu, c'est un problème, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Donc je trouve qu'on n'a pas eu tellement de freins vis-à-vis des gens. Par contre, là on a des freins, c'est vis-à-vis des boîtes, dans la mesure où avant de mettre en place ce training qu'on propose, eh bien, il y a beaucoup d'étapes au niveau des décisions qui doivent être faites, il y a des budgets qui doivent être dégagés, ce n'est pas du tout la priorité pour l'instant encore des boîtes d'allouer des budgets à ce genre de questions. Donc les freins sont plutôt à ce niveau-là. Mais une fois que cette première étape, et qui est la plus difficile, est passée, la partie vraiment concrète se fait assez facilement. Je pense que l'autre difficulté aussi, c'est après le training, comment s'assurer qu'on change tous nos habitudes. Je pense que le plastique aujourd'hui est tellement peu cher, tellement pratique, tellement facile, qu'en effet, ça demande un petit effort de vraiment changer son habitude. Et je pense qu'en effet, même si 100% des gens sont peut-être convaincus en sortant de la salle après le training, c'est sûr que 100% des gens ne vont pas changer leurs habitudes, ça on le sait. Mais on se dit que même si c'est une fraction des gens à qui on a parlé, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que derrière, ça va donner des idées, donner envie à leur famille, à leurs amis, et qu'on est persuadé de la puissance de l'exemplarité et de l'importance de faire changer les choses, même si c'est un petit peu, même si ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Pour moi, le plus gros enjeu, et c'est pour ça qu'on teste plein de choses, plein d'outils différents, les jeux, les newsletters, on essaie de combiner différentes approches, parce que le plus difficile, c'est qu'une fois que tu es au courant du problème, ok, comment tu te sens concerné jusqu'à changer tes propres habitudes. Je pense que c'est le plus difficile. D'accord. Mais finalement, dans ce que vous me dites, c'est surtout l'entreprise en soi qui reste la grosse difficulté, dans la mesure où on voit beaucoup de magasins proposer encore du plastique à usage unique. C'est difficile de dire non avant que les employés les proposent. Et également dans le fait qu'elles mettent des barrières justement à l'instauration de ces trainings. Vous pensez que c'est surtout les entreprises qui ont un rôle à jouer dans cette prise de conscience écologique ? Je
pense que ce n'est pas surtout les entreprises, je pense que c'est tout le monde idéalement. Bien sûr. Les entreprises, pour nous, en fait, c'est un véhicule facile. D'accord. Parce qu'ils ont de l'argent, il faut les convaincre en effet de l'utiliser. Et puis une fois qu'on les a convaincus, eh bien, on a tout de suite accès à potentiellement de 50 à plusieurs centaines de personnes. Voilà. Donc ça nous aide d'avoir une scène, un forum qui nous permet de parler tout de suite à pas mal de gens. Et le follow-up programme qu'on a mis en place est facilité par le fait qu'il y a une structure déjà existante dans laquelle ces personnes-là se retrouvent au quotidien. D'accord. Ça veut dire qu'en ayant ce programme qui est installé, avec des équipes, avec des managers, eh bien en fait, on a une certaine certitude qui sera appliquée. D'accord. Si ce n'était pas le cas, si c'était juste le training avec 100 personnes devant nous qui rentrent chacune chez soi le lendemain, ce serait plus difficile d'avoir un follow-up programme. Donc le fait de travailler avec les entreprises est un facilitateur aussi sur beaucoup de points pour arriver à s'assurer qu'il y a un effet derrière. Nous, du coup, on a pris le parti d'essayer de convaincre les individus de changer leurs habitudes, mais en effet, convaincre les entreprises aurait aussi un énorme impact, sauf qu'une entreprise va rationaliser tout en termes économiques et aujourd'hui, économiquement, se passer du plastique. Et si on regarde un peu plus loin, réenvisager ses activités et former ses employés sur ces sujets de développement durable, c'est un investissement. Après, moi, j'en suis convaincue, c'est un investissement de long terme et on le voit, les grosses entreprises en termes de réputation, aujourd'hui, elles le font, c'est obligatoire. Mais pour une PME, c'est sûr que pour un entrepreneur qui est la tête dans le guidon, a déjà essayé de faire en sorte que sa boîte tienne le coup, c'est vraiment pas sa priorité. Donc tant qu'on n'aura pas essayé de trouver un levier là-dessus, je pense que ce sera difficile de bosser avec les PME, alors que, comme le disait Gauthier, ici au Vietnam, elles constituent la majorité du tissu économique. Donc c'est vraiment très important d'aller travailler avec ces boîtes-là. D'accord. Et du coup, quel est le message que vous auriez à faire passer à notre public éventuellement ? Moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que je suis vraiment convaincue que c'est notre responsabilité à chacun individuellement d'inventer le monde de demain et de se dire qu'on est tous acteurs et qu'après on peut être acteur en tant que consommateur, on peut être acteur en tant qu'entrepreneur, mais que ne pas attendre que la solution vienne des politiques, des entreprises. Non, en fait, les politiques, ce sont des gens, c'est toi, c'est moi, l'entrepreneur, même chose, ton boss, c'est potentiellement toi demain. Donc, se dire qu'on est vraiment responsable d'inventer le monde dans lequel on a envie d'être demain, où on peut tous agir à plus ou moins petite échelle ou grande échelle. J'ai envie d'ajouter que, et c'est dans ton message aussi, il y a une notion de changement qui est vachement importante. Donc devenir acteur plutôt que spectateur, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a des choses à changer. En fait, il y a quand même encore une croyance qu'on va peut-être s'en sortir, mais en gardant nos habitudes, au travers de progression scientifique, au travers de grandes actions qui seront entreprises politiquement. Mais en fait, on se rend compte, et plus on travaille là-dessus, que le changement est nécessaire même de manière individuelle, et c'est quasi obligatoire si on veut que ça fonctionne. Dans la mesure où, si jamais c'est peu de personnes qui changent, eh bien ça fera toujours un petit effet. Donc il faut que tout le monde s'y mette pour avoir en fait un gros effet. Donc il y a vraiment un gros effort qu'il y a à fournir et c'est pas facile. Changer, c'est compliqué. Donc une recommandation serait d'appliquer la technique des petits pas. Ça veut dire commencer gentiment, en effet, sur des modes de consommation, des choses à changer. Utiliser un savon solide plutôt qu'un savon liquide, par exemple. C'est des petites choses et je pense que chaque jour ou chaque semaine, on peut effectuer un petit pas en avant pour aller vers ce changement parce qu'il est nécessaire. D'accord. Et une question plus axée sur l'entrepreneuriat, comme vous avez lancé votre projet. Est-ce que vous auriez un conseil à donner justement aux étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas trop par où commencer, et en particulier dans l'entrepreneuriat écologique ? Moi, mon conseil en tant qu'entrepreneur, à la fois environnemental et non environnemental, et la partie Grow Green, on commence, il faut se lancer en fait. Ça veut dire que c'est super d'avoir des plans, mais c'est encore mieux d'avoir une idée, à un moment donné, d'essayer de l'appliquer d'une manière ou d'une autre. Et est-ce qu'elle fonctionnera ou est-ce qu'elle ne fonctionnera pas ? Il y a de toute façon des choses à tirer. Donc si ça devait ne pas fonctionner, c'est ce que personne ne souhaite, ben c'est pas grave, parce que ça permettra quand même de savoir pourquoi et d'arriver à construire peut-être une deuxième version qui sera plus aboutie que la première. Mais il faut commencer par une première version à un moment, il faut commencer par un projet. Et je pense que le mot-clé, c'est persévérer. D'accord. Donc commencer et persévérer. De ne pas abandonner à la première difficulté. Et, exactement. Et qu'en soi, je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Ça veut dire que tout en essayant, on n'a que des choses à gagner. J'en suis convaincu. Et je suis convaincu aussi d'une chose, de tout ce que j'ai pu faire maintenant en venant au Vietnam, en travaillant ici, en choisissant Grow Green, en choisissant d'être un père de famille. Je pense qu'il
il faut aller pour la difficulté. Je pense que le choix difficile et la difficulté n'amènent que des bonnes choses parce qu'on est obligé d'être meilleur, on est obligé de s'organiser, on est obligé d'aller vers l'inconnu et d'apprendre des choses sur nous. Et donc en lançant un projet entrepreneurial sur lequel on n'est peut-être pas aussi abouti qu'on ne le pense et on n'a pas tout à fait confiance, le fait d'y aller, le fait d'aller vers cette difficulté, en fait ça va amener plein de bonnes choses. Et moi je compléterais en disant que pour réussir tout ça et justement pouvoir affronter la difficulté, il faut s'entourer. Je pense que la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est aussi la solitude dans l'exécution. Au début, quand on a l'idée et tout, je pense qu'on est plein d'énergie. Mais en fait, en effet, je pense que même une super idée, la difficulté, c'est l'exécution. Et comme dit Gauthier, il faut persévérer. Et pour persévérer, pour obtenir de l'énergie positive, il faut s'entourer. Et donc oui, on a l'image d'un entrepreneur qui réussit et qui est un peu le Mark Zuckerberg en haut de tous les médias. Mais en fait, on réussit jamais tout seul. Donc que ce soit en s'associant, que ce soit en trouvant des coachs informels, il y a plein de formes desquelles on peut s'entourer. Mais pour moi, je pense qu'une des vraies difficultés de l'entrepreneuriat, c'est la solitude. Pour ça, il faut, avant même de sentir ce sentiment de solitude, aller chercher de l'énergie auprès d'autres personnes. D'accord, très bien. Et pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec, c'est bien. Ça apporte toujours des apprentissages et de nouvelles choses. Toujours, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Très bien. Merci beaucoup à vous pour vos réponses et pour avoir participé au projet. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. D'être venu à notre rencontre.